Bien, donc je disais que la thématique cette année, c'est le déploiement des réseaux industriels à grande échelle. Et on a la chance autour de cette table d'avoir quatre intervenants, deux secteurs bien différents, puisqu'on va avoir Schneider, grand groupe industriel, France Télécom, Orange, pardon, France Télécom. Non mais alors, il faut le savoir, j'ai passé 2 ans dans le groupe, c'est pour ça, j'avais ma carte de visite France Télécom, espèce de syndrome de Stockholm, voilà, j'assume totalement. Non, donc Orange, grand compte également. On a un cabinet de conseil avec Deluxe, et puis on a aussi un fabricant en la personne de Tectelic. Donc d'abord, je vais vous donner la parole, je vais vous laisser vous présenter, honneur aux dames. Caroline. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline Gercé, gérante d'offres marketing dans le domaine de la gestion technique des bâtiments. Donc tout ce qui concerne les bâtiments connectés pour le contrôle et le pilotage des usages du bâtiment, que ce soit depuis les différents compteurs d'énergie, tout ce qui est la couche de capteurs, et puis les passerelles, le système de supervision qui aide à la prise de décision pour piloter les usages que sont le chauffage, la ventilation, la clim dans le bâtiment, tout ce qui est eau chaude sanitaire, tout ce qui est éclairage, tout ce qui est aussi parc de véhicules électriques. Donc tous ces différents usages qui sont consommateurs dans le bâtiment et qu'il faut contrôler et piloter pour obtenir deux choses qui sont essentielles, l'efficacité énergétique et le confort des utilisateurs dans le bâtiment. Merci Caroline. Jean-Luc. Bonjour à tous et à toutes. Jean-Luc Audigier, donc moi je suis en business développement chez Orange Business. Donc vous avez vu ce matin Étienne Robert qui est mon patron. Donc nous sommes l'entité d'intégration d'Orange Business autour des réseaux. Et plus particulièrement aujourd'hui, moi je porte les offres autour de l'IoT. Donc que ce soit à la fois les réseaux LoRa, mais également les applications qui vont avec. Et également, je porte les réseaux 5G privés, ce qu'on appelle Mobile Private Network chez Orange. Et j'adresse plus particulièrement à la fois les collectivités, mais les territoires, mais également l'industrie. Merci. Robert. Bonjour, donc je suis Robert Fugliani, je travaille chez Tectelic. Je m'occupe des ventes et du business développement sur le Benelux, la France, le Sud Europe, l'Israël et l'Afrique. J'ai rejoint Tectelic en 2003, en août 2023. Tectelic, donc, c'est une société qui est basée au Canada, à Calgary, et qui est spécialisée donc, dans les passerelles LoRaWAN. Michael. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et pour nous donner la parole. Deluxe Conseil existe depuis 3 ans maintenant. On a vocation à accompagner l'écosystème privé dans votre croissance en travaillant sur des aspects marketing, commerciaux et stratégiques. On est des experts sur les objets connectés depuis tous à peu près 10 ans sur une approche commerce et market. Et donc on vous accompagne sur ce marché-là. Bien. Donc l'idée, c'est de partager ensemble sur comment on déploie des réseaux à grande échelle. On va commencer par vous, Caroline. Comment est né le projet chez Schneider? Parce qu'effectivement, comment est-ce qu'un jour, je crois que tu m'avais dit que c'était top-down, un jour le grand chef là-haut vous a dit maintenant il faut trouver une solution et éventuellement ce sera du LoRa. Alors l'idée, c'est que chez Schneider Electric, on est comme dans tous les grands groupes, les décisions normalement se prennent en global, puis on applique dans le pays. Là, il y a une grosse approche chez Schneider Electric d'être interopérable et de communiquer en sans fil. Seulement, chez Schneider, on investit quand on est sûr qui a du business, qui a ce qu'il faut. Et finalement, ça mettait un petit peu de temps à démarrer. Donc, la raison pour laquelle vraiment le projet a commencé, c'est que côté Pays France,
on est sur une infrastructure, sur des bâtiments qui demandent de plus en plus de connexions sans fil. Et aussi, ce qui est très important de comprendre, c'est que 80% des bâtiments d'aujourd'hui seront encore présents en 2050. Donc on n'est pas seulement sur de l'action aujourd'hui, on est sur du long terme et sur l'installation d'une base sur la mise en opération d'une base installée qui va être pérenne dans le temps. Donc l'idée, c'est que côté France, on a un gros marché de rénovation sur lequel il est important de faire aussi des extensions de réseaux, donc des systèmes déjà installés, mais qu'on a besoin d'étendre. Et vous savez peut-être que c'est très contraignant de tirer du câble. C'est aussi très important de maintenir, eh bien, par exemple, si on pense à la base installée parisienne, toutes les toitures et toutes les installations dans le bâtiment qui sont haussmanniens. Il sera très important d'avoir un look and feel qui va être préservé. Donc la technologie sans fil va permettre d'apporter ce regard-là. Donc voilà. Donc là, on est plus sur une approche où le pays France, enfin le côté opérationnel, la demande client finalement, hein, la demande, c'est vraiment d'avoir un système sans fil. Et donc c'est la demande qui vient pousser, ça devrait toujours être comme ça, mais c'est la demande client qui vient apporter la prescription du sans fil. D'accord. Moi, j'ai une question pour toi, Jean-Luc. Chez Orange, alors on ne l'a pas préparée celle-là, je suis désolé. Ce n'est pas une question préparée, mais ça m'est venu en écoutant Caroline. Quand vous avez un gros projet, alors, ce matin, Étienne Robert parlait d'Enedis, Oui. Vous êtes habitué à travailler vous aussi avec des grands comptes. Quand un projet comme ça conséquent arrive, ça mobilise combien de personnes? C'est-à-dire qu'au niveau d'Orange, au niveau des services, comment vous organisez un déploiement comme ça, un lancement de projet? Ça prend combien de temps? Alors déjà, ça va dépendre un petit peu du projet et ça va demander souvent de réunir plusieurs types de compétences. On a la chance chez Orange d'avoir une équipe déjà de R&D, d'innovation, qui vont nous permettre d'avoir déjà un ensemble d'assets que l'on va pouvoir déployer après sur les projets. Donc on va travailler déjà avec la partie innovation. Donc en fonction du projet, on peut aller piocher certains assets qui ont été, on va dire, maturés en maturation côté innovation. Après, en termes de réponse à l'appel d'offres, souvent, on va allier certaines, je dirais, certaines compétences qui sont liées au réseau, souvent, mais qui sont aussi liées à la cybersécurité. On y viendra tout à l'heure. Mais également, je dirais, à la donnée, à la data. Et aujourd'hui, c'est vrai que côté Orange, on a l'avantage d'avoir ce triptyque-là, de ces trois piliers d'Orange Business qui adressent justement les projets des clients. Après, derrière, en termes de déploiement, tout va dépendre un petit peu de l'ampleur je dirais, du projet. Ça peut être de quelques personnes à plusieurs dizaines de personnes en fonction, bien entendu, des besoins. On fait aussi appel à parfois des aménageurs, hein, des installateurs, parce que côté Orange, on n'a pas non plus tout le personnel ou toutes les qualités pour pouvoir faire des déploiements, par exemple dans l'industrie, faire un déploiement au-dessus d'un avion. Ça demande certaines références et compétences, voire qualifications. Et donc, on va aller chercher auprès de partenaires les bons partenaires pour pouvoir faire aussi ce déploiement. Donc, c'est compliqué de dire combien de personnes. C'est plutôt un ensemble de personnes qui arrivent avec des compétences un peu différentes et qui vont faire que le projet pourra être déployé. D'accord, un agrégat de compétences. OK. Mickaël, on va maintenant venir un peu au territoire. Attends, je peux tourner aussi. Pour ceux qui étaient là au Wireless Day, aux éditions précédentes, il y a une vraie thématique qui est celle des territoires connectés.
Et là, on a vu 2024 vraiment une explosion des projets, une explosion des territoires. Qu'est-ce qui a poussé justement ces territoires à enfin franchir le cap, à enfin lancer ces appels d'offres, voire même commencer les gros déploiements? Ouais, alors, L'élément déclencheur. l'élément déclencheur, alors il y en a qui ont commencé il y a quand même plus longtemps. Hein, Oui, petit clin d'œil. Quoi. Petit T'es là, clin d'œil. j'en profite. mais c'est novateur. Avant que tu parles. Mais oui, il y a une accélération sur 2024-2025. Déjà, je pense qu'il y a un contexte où, on y reviendra sûrement, mais les gens qui poussent aujourd'hui ces marchés-là sont des gens qui ont déployé le réseau haut débit avec la fibre. Je pense notamment au syndicat numérique ou au syndicat d'énergie, et qui du coup arrivent à un fin de cycle. Et il faut qu'ils se renouvellent, il faut aussi qu'ils apportent de nouveaux services, de l'animation aussi, et de la dynamique sur leur territoire. C'est leur métier. Et donc le LoRa est un très bon sujet. Je pense qu'il y a le niveau de la maturité. Aujourd'hui, psychologiquement, les gens sont prêts. Il y a des gens qui ont commencé avant et qui prouvent que ça fonctionne. Et donc peuvent rassurer le fait que des territoires peuvent se l'approprier. Et puis aussi, il y a un besoin, je rejoins ce que tu disais, sur le côté besoin d'usage de métier. Territoire connecté et durable, principalement en LoRa privé, on voit qu'on peut faire beaucoup de choses, répondre à beaucoup de besoins, beaucoup d'usages, beaucoup de métiers. Et c'est ça qui est intéressant et qui derrière va aussi chercher des économies. Parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui où faire mieux avec moins cher, c'est une bonne réponse, quoi. D'accord. Robert, justement, toi aussi, tu as des expériences de ce type-là. On voit que c'est partout pareil, même en Europe. C'est-à-dire que tu as des cas en Italie ou UK. Oui, il y a pas mal de déploiements aujourd'hui, grand déploiement LoRa sur l'Italie, sur une société comme Unidata déploie plus de 140 000 compteurs d'eau en Sicile. Donc c'est un gros déploiement. Et l'Italie est un petit peu comme la France. Hein, LoRa est porté par l'eau. Gros déploiement sur la Belgique également. Vous avez Proximus à arrêter en Belgique, mais il y a d'autres sociétés qui prennent le relais et qui déploient les réseaux. Et c'est très intéressant sur ce point-là. D'accord. Encore une fois, que ce soit au sein d'un groupe industriel, d'un grand opérateur, ou vous, avec les retours clients que vous avez, quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés ou qu'ont rencontrés vos clients? Je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, Caroline, ça doit faire 1 an et demi, à peu près. Contre quoi vous avez dû vous battre, alors en interne peut-être, ou en externe, pour faire avancer votre projet? C'est quoi les principaux freins, si vous devez partager? Alors, l'idée, c'est la mise à l'échelle. Hein. La difficulté, c'est déjà, on est sur un marché qui change, qui évolue très rapidement, qui est en pleine croissance et qui est vraiment poussé par la réglementation. On y reviendra. Mais l'idée, c'est que voilà, il y a toute une histoire de vulgarisation, de bien expliquer aux différents utilisateurs la valeur qu'on peut avoir et qu'on peut trouver dans les informations qu'on fait remonter. On ne pousse pas de la donnée pour pousser de la donnée. Il faut vraiment qu'il y ait du sens dans l'information qu'on fait remonter. L'idée aussi que tout projet commence par un audit. On vient d'abord déterminer avec le client son besoin et ses objectifs. Et à partir de là, on arrive à définir une solution et à s'adapter aux besoins du client. Donc selon le segment, parce qu'on adresse tout type de bâtiment et on adresse de la collectivité locale jusqu'aux aéroports et aux bâtiments industriels, il est très important de vraiment se mettre à l'écoute du client et de bien comprendre le besoin. Donc voilà, la difficulté, c'est non seulement d'avoir l'équipe, chez Schneider Electric, on a un centre d'exécution pour vraiment pouvoir développer les solutions pour s'adapter aux besoins du client. C'est aussi de remonter l'information qui est nécessaire, et il y a aussi une notion de continuité de service dans le temps.
On n'installe pas un produit, une GTB pour être en conformité et puis voilà, le job est fait et on laisse tomber le client. Il existe sur le marché des concurrents qui font ce genre de choses. C'est pas du tout l'approche qu'on peut avoir chez Schneider Electric. C'est vraiment d'autant plus que le décret Bax, je pense qu'on reviendra sur cette obligation de moyens qu'est le décret Bax, mais le décret Bax demande à ce qu'il y ait une historisation des données et une continuité de service de minimum de 5 ans. Tous les 5 ans, le client est susceptible d'avoir une visite pour s'assurer du bon fonctionnement de son système. D'accord. Et donc vous disiez, on ne pousse pas de la donnée pour pousser de la donnée. Jean-Luc, c'est pareil. Dans les cas concrets aujourd'hui, surtout sur le LoRa, qu'est-ce qu'on voit émerger en dehors de cette notion de décret Bax sur laquelle on reviendra tout à l'heure? Alors, au niveau des, on va dépendre de quel type de client ou que l'on adresse. Est-ce que c'est le domaine industriel ou est-ce que c'est plutôt le domaine où c'est les territoires? Alors, si je commence par rapport aux territoires, aujourd'hui, clairement, la TLRF de l'eau est le plus gros pourvoyeur, de nombre de capteurs sur les réseaux LoRa, qu'ils soient privés ou opérés. Aujourd'hui, c'est 80, moi j'aime bien dire c'est la règle des 80-20, mais voilà, c'est 80% des capteurs pratiquement sont des compteurs d'eau. Après, dans les territoires, on va retrouver d'autres cas d'usage comme l'éclairage public, tout ce qui est la partie déchets, donc point d'apport volontaire, mais également aussi la partie parking intelligent, même si aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça n'a pas eu le succès escompté. Je pense qu'avec l'arrivée de la 5G, de l'intelligence artificielle, on arrive à faire des capteurs intelligents type caméra qui vont faire du comptage de véhicules, etc., et détecter des places de parking disponibles beaucoup plus facilement d'une manière différente que par capteur par véhicule, et donc plus facile à déployer. Et puis après, ce qu'on retrouve aussi, ça va être tous les capteurs dans les bâtiments ou dans l'environnement, pour un bassin de rétention, etc., qui vont nous permettre de remonter des données. Donc, généralement, ces données, c'est pas juste pousser de la donnée pour pousser de la donnée, c'est du process, c'est par exemple de l'alerting, ça va être du contrôle commande, etc. Et donc, c'est important d'avoir vraiment le process. Et si je rebondis par rapport à la question juste précédente, souvent ce qui freine que ce soit les entreprises ou les collectivités, c'est le retour sur investissement. Ce que je dépends, est-ce que je vais avoir un retour sur investissement ou un retour à l'équilibre en tout cas, puisque pour une collectivité, on parle plutôt d'équilibre budgétaire, par rapport à ce que je vais déployer. Voilà. Ok, Mickaël, tu valides par rapport au 80-20, l'eau Je dirais même plus 90-10, 90-10, 95-5 même parfois, mais... Oui, donc il reste encore beaucoup de place pour le lighting, les parkings. Oui, complètement. Et en fait, ce qui est intéressant, l'eau est un premier vecteur, et aujourd'hui, ça représente la plus grosse partie, mais l'objectif, c'est que la proportion puisse s'équilibrer petit à petit. Une fois que le réseau il est déployé, il faut l'utiliser pour d'autres usages. Et c'est là où je rebondis sur ta question d'avant sur les freins. Ce qu'on peut constater nous aujourd'hui, c'est d'arriver à fédérer en fait tout le monde sur un territoire. Quand on a un syndicat d'énergie, un syndicat numérique qui déploie un réseau sur tout un territoire qui représente des petites communes de 1000 habitants, mais des EPCI un peu plus grandes, voire des industriels ou des privés ou des délégataires, c'est arriver à mettre tout le monde autour de la table pour utiliser ce même réseau, et derrière aller dans de la mutualisation. Et c'est là où on va aller sur des économies, sur de la rationalisation et justement de la démultiplication de l'usage. Et aujourd'hui, parce qu'on est sur des territoires avec des enjeux politiques, avec des enjeux d'entreprise parfois, c'est pas forcément facile de mettre tout le monde autour de la table pour aller dans la même direction de mutualisation. En parlant de mutualisation, est-ce qu'on peut un jour envisager qu'un réseau déployé par un territoire puisse être également utilisé par des entreprises privées? Il faut, c'est hyper important.
Il faut, mais déjà aujourd'hui, il y en a déjà qui le font. Ouais, il y en a qui le font. Au travers je pense que Ok. tu pourrais presque avoir ta place sur. Tu pourrais. L'année prochaine. Mais oui, bien sûr, au travers. Aujourd'hui, il y a des leviers juridiques, au travers de conventions, qui permettent justement d'accéder à cette possibilité. Le ciel en fait partie, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le font. Valose numérique, Berry numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires qui poussent ces modèles-là. D'accord. En parlant de territoire, petite question pour toi, Robert, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'une couverture optimale, homogène? Aujourd'hui, est-ce que c'est, encore une fois, le job d'un bureau d'études? Est-ce que c'est le job d'un fabricant que d'accompagner un déploiement? Qui se charge de ça? Normalement, effectivement, ce sont les bureaux d'études qui font les plannings radio. Mais TechLeak fait ça également, donc c'est un service que l'on fournit. On peut faire le planning radio et en fonction de ça, déterminer les bonnes passerelles au bon endroit. Donc on peut effectivement faire ce service-là. Ouais. Mais c'est plutôt les sociétés de services, les intégrateurs qui se chargent de ça. Ouais. Pour donner un ordre d'idée à notre public, un département type, pour une couverture optimum, c'est combien de gateways à peu près? Non. Ça dépend de la grosseur du département. Oui, d'accord. Ça dépend de la grosseur, ça dépend de la typologie. On a vu tout à l'heure qu'on soit dans un contexte montagne, de littoral ou rural, on peut avoir le même nombre de kilomètres, mais en fonction du contexte et des usages. De la topologie du terrain, si le terrain est plat ou si c'est en milieu urbain, en milieu rural, tout ça c'est complètement différent. En gros, ça... Allez, désolé, mais il n'y a pas de règle. Pas de règle. Non, puis ça va dépendre aussi si on veut des cas d'usage outdoor, indoor ou deep indoor. Tout dépend un petit peu aussi de ce qu'on veut. Alors c'est sûr que... Là, moi, je parlais pour couvrir un territoire, un département... aujourd'hui... 800. 800. On peut, en fonction du département, mais ça va entre 300 et 800. D'accord. Un sujet aussi, qui est le sujet, je crois que c'est vous, Caroline, qui avez parlé de sécurité ou de cybersécurité. Est-ce que la sécurité, alors déjà sur ce que vous avez monté comme solution chez Schneider, et puis après avec nos autres intervenants, est-ce que la sécurité ou la cybersécurité est un sujet aujourd'hui sur les réseaux LoRa, qu'ils soient privés ou publics? C'est essentiel. D'accord. Non, mais c'est un vrai sujet. Nous, on travaille avec l'ANSSI notamment pour s'assurer que nos architectures soient cybersécures. C'est déterminant aussi pour le client sur son choix d'une GTB locale ou d'une GTB cloud. En fonction de son usage et de son autonomie, c'est un sujet qui est vraiment clé. On a des équipes qui sont des grandes équipes qui sont consacrées au sujet. Et au niveau d'un territoire, c'est pareil? Au niveau d'un territoire ou même du réseau opéré, c'est pareil. Et je peux dire que aujourd'hui, quand Orange a déployé le réseau LoRa, il a fait très attention à cette partie sécurité. Donc bien entendu, il y a un certain nombre de mécanismes de sécurité qui sont directement intrinsèques au réseau LoRa, aux spécifications du LoRa. Mais nous avons mis aussi en œuvre des solutions de sécurité au-dessus de tout ça, notamment entre toutes les communications qu'il peut y avoir entre les gateways et le cœur de réseau, et puis bien entendu la sortie des données vers les utilisateurs, où là on a mis en place un certain nombre de... Je ne sais même pas dire, parce que quel type de système de sécurité on a mis en place, parce que justement c'est le principe de sécurité, c'est de ne pas non plus tout dévoiler, quoi. Donc, voilà. Bien sûr. En même temps, il n'y a peut-être pas la même notion de criticité. Tout à l'heure, quand on parlait du futur réseau, là, il n'y a peut-être pas les mêmes notions. Si les compteurs d'eau ne remontent pas pendant 24 heures, pour un peu... Après, est-ce qu'on parle de sécurité ou de cybersécurité ou de sûreté de fonctionnement? C'est deux choses différentes. Oui. Côté Orange, on a travaillé sur les deux, puisque, par exemple, si on prend notre cœur de réseau, il est redondé.
Donc par défaut, avec si, à 2 endroits différents, etc. Donc je dirais somme toute quelque chose de très classique pour faire de la sûreté de fonctionnement, mais ça a été mis en place. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les réseaux privés, généralement. Voilà. Mais ça dépend de la criticité de l'information que l'on veut. Comme tu disais, si un compteur d'eau il communique pas un jour et qu'on récupère le lendemain, normalement, avec le compteur remonte, je dirais, les données pour pouvoir rattraper ce qui a été loupé, etc. Donc, il n'y a pas de perte de données. Par contre, ça, c'est la partie sûreté de fonctionnement. Après, il y a la partie sécurité, cybersécurité, capacité à venir hacker le réseau ou à se faire passer pour un objet, etc. Quoi. Voilà. Et au niveau fabricant, Robert? LoRa est sécurisé d'une façon générale. Il y a des clés de session entre le network server et les devices. Donc il y a deux clés de session, une pour les données, une pour les commandes. Il y a un codage AES 128 pour chaque capteur qui va jusqu'au LNS. On peut, entre la passerelle et le LNS, mettre en place un VPN. Et ensuite, entre ce que disait Jean-Luc, entre le LNS et l'applicatif, donc il y a le MQTT, le MQTTS, le HTTP, le HTTPS, le TLS+. Tout ça, c'est bien sécurisé. D'accord. Caroline, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le décret BACS? Expliquer pourquoi et pourquoi c'est important aussi dans le cadre de déploiement de réseau. Alors, sur le marché français, on a 2 décrets qui concernent les bâtiments connectés. On a le décret tertiaire qui est une obligation de résultat. Donc, typiquement, en 2030, il est demandé aux entreprises de réduire de 40% leur empreinte carbone. Et puis, ça va crescendo dans le temps. Le décret BACS, c'est donc un décret de moyens qui demande à avoir une gestion centralisée et un pilotage des usages que sont le chauffage, la ventilation, la clim, l'eau chaude sanitaire, tout ce qui concerne les éclairages dans le bâtiment, les stores et tout autre système, donc typiquement le réseau pour ce qui concerne le photovoltaïque, ce qui va concerner aussi les parkings de véhicules électriques. La loi LOM impose à ce que, à partir de 2025, tous les parkings non résidentiels dès lors qu'il y a 20 places de parking, il faut une place pour une borne de recharge de véhicules électriques. Donc tout ça, ce sont des nouveaux usages qui poussent à non seulement une demande croissante, mais aussi un cadrage du marché pour ce qui concerne les produits connectés. Et on retrouve ça également, Michael, dans les retours que vous avez, vous, au niveau terrain? Ouais, la grosse accélération et l'innovation, qui n'est pas forcément technique, mais qui est plus à l'usage, on en parlait tout à l'heure avec Sylvain, ça ouvre en fait 2 métiers, 2 silos qui au départ n'étaient pas vraiment faits. Enfin, je ne sais pas qu'ils n'étaient pas faits pour communiquer ensemble, mais ils étaient assez séparés. Ils travaillaient chacun de leur côté en silo, avec d'un côté la partie GTB et de l'autre la partie objets connectés. Et c'est vrai que la notion de décret BACS, décret tertiaire, accélère en tout cas la rencontre de ces 2 mondes qui au départ communiquaient pas ensemble et qui aujourd'hui permettent d'aller plus fort, plus vite et d'améliorer les performances des bâtiments en mutualisant justement les informations et en partageant les données des uns avec les autres pour automatiser la régularisation. Et typiquement, un capteur LoRa qui remonte une donnée de température X et qui va redescendre en backnet dans l'automate pour réguler derrière et remettre une température qui était attendue. Et 1 degré, 2 degrés de gagner, on est déjà sur 7, 10, 12% d'économie. Donc ça, c'est des sujets qu'on voit de plus en plus et qui s'accélèrent avec le décret BACS et qui est génial. Par contre, ça demande aussi aux intégrateurs, aux installateurs de faire évoluer aussi leurs compétences et de ne plus être seulement bons sur le LoRa et l'IoT ou
sur la GTB, mais d'arriver à être compétent sur les deux. Il y avait un décret aussi sur le CO2. Oui, tout à fait. Notamment tout ce qui est le segment des hôpitaux, le segment des écoles, les collectivités locales. Il y a une chose que je n'ai pas précisée, c'est que ce décret BACS, il concerne tous les bâtiments entre 1000 et 5000 m², dès lors que la puissance de chauffage pour 2025 est supérieure à 270 kW, à partir de 2027 est supérieure à 70 kW. Donc on parle vraiment d'un très... je crois qu'on parle de 280 000 bâtiments, et aujourd'hui c'est entre 6 et 10% de ces bâtiments qui sont équipés. D'accord. Vous avez la même approche chez Orange, Oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est vrai que chez Orange, on ne va pas faire d'installation de systèmes très complexes. On reste au niveau plutôt de l'IoT. On intervient aussi au niveau des GTB Lite, on va dire, justement par l'IoT, pour pouvoir répondre à des problématiques clients liées justement au décret BACS. Voilà. On est plutôt on va dire, intégrateur de solutions light basées à IoT. Tout à fait. D'accord. Autre sujet maintenant, edge computing et intelligence artificielle. Est-ce que c'est un sujet, notamment dans les gros réseaux LoRa? Alors peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Nickel. Oui, quand on parle de territoire connecté durable, il n'y a pas une solution. En fait, il y a tellement de métiers, il y a tellement de possibilités que la réponse à des besoins, à des usages, elle vient par différentes solutions. Donc le edge computing avec de l'IA, clairement, ça en fait partie. On parlait tout à l'heure du stationnement, c'est un super bon exemple parce que, oui, au travers d'un équipement qui va permettre d'analyser l'image et de traiter l'image en mode edge, derrière va renvoyer la donnée de manière light aussi, pour reprendre ton terme, mais et clairement oui, ça c'est des sujets qu'on voit de plus en plus. Je pense qu'on va le voir aussi dans la partie énergie, où de plus en plus de choses vont pouvoir se traiter en edge directement au travers des bâtiments, tout en ayant un partage de la donnée et un usage de la donnée soit temps réel, soit historisé et de manière sécurisée, bien évidemment. Donc oui. Et au niveau du fabricant? Au niveau du fabricant, on intègre... À peu près, Robert. On intègre la LNS directement dans la passerelle. D'accord. Donc il y a plus de capacité de calcul. Et on fait ça également pour... parce que dans ce monde de la GTB, du bâtiment, on aime bien garder les informations à l'intérieur du bâtiment. On n'aime pas trop qu'elles sortent à l'extérieur. Donc le fait d'avoir le LNS intégré directement dans la passerelle permet de se connecter directement sur le PLC, sur l'organe programmable, et ensuite d'agir sur le bâtiment. Donc effectivement, ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens. D'accord. Moi, j'ai une autre petite question, parce qu'on a été appelé par un client il y a une dizaine de jours maintenant, qui nous a dit, écoutez, voilà, je vais déployer un réseau LoRa privé, mais j'ai peur de devoir payer des taxes dessus. Je crois qu'il y a un monsieur qui doit nous répondre là. Voilà. Est-ce qu'un jour on pourrait voir arriver une forme d'imposition sur les réseaux LoRa? Les banques sans licence, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est d'accord. C'est-à-dire que le terme réglementaire, c'est autorisation générale. Qui dit autorisation générale dit que si on respecte les critères techniques, on peut utiliser le spectre à nos risques et périls. Risques et périls, c'est-à-dire que les interférences ne sont pas contrôlées, puisqu'on peut être tout seul, comme on peut être 50 sur la même bande. Donc ça, c'est les risques. Et les avantages, c'est qu'il n'y a rien à payer, il n'y a rien à déclarer. Je vois... Là, c'était sur des points hauts, mais il n'y a pas un pays lequel... Mais, au Canada et aux US, effectivement, ils taxent les antennes, mais c'est pas avec des puissances. Parce que là, le LoRa, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la puissance du LoRa, c'est du 50... 500 milliwatts, 500 milliwatts. US, c'est 2 watts, 4 watts. Voilà. Donc, effectivement, il y a une grosse différence. Donc, tout ce qui est inférieur à 500 milliwatts n'est pas taxé. Et ce qui est supérieur pourrait l'être. Bon, j'espère qu'il n'y a personne des services fiscaux dans la salle, normalement, qu'on ne leur donne pas une mauvaise idée. Très bien. Il nous reste quelques minutes avant la séance des questions. Moi, je vous avais demandé de réfléchir sur
un cas de déploiement sur lequel vous avez travaillé et d'expliquer aussi quelles ont été les raisons de ce succès, ce beau déploiement. Alors que ce soit encore une fois un territoire, que ce soit vous une success story en interne, et vous Caroline chez Schneider, quels sont justement cette fois-ci les éléments qui ont permis de réussir ce déploiement? Avec un retour sur un territoire où ça s'est bien passé, qu'est-ce qui a fait que, est-ce que c'est structurel, est-ce que c'est organisationnel, est-ce que c'est humain? Quels ont été vraiment les éléments clés qui ont fait que ce territoire, ce déploiement s'est bien passé? Je vais citer un projet qui ne s'est pas bien passé et qui aujourd'hui se passe bien. Allons-y. Mais je pense que le retour d'expérience, il est important de pourquoi ça ne s'est pas bien passé, enfin, sans rentrer dans les détails, mais je pense qu'aujourd'hui, déployer un projet à grande échelle, c'est pas si simple, il y a des prérequis à respecter, il y a des moyens humains, des moyens techniques, des moyens organisationnels aussi. La contrainte et la magie en fait, d'un projet de territoire connecté durable, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses, il y a plein d'usages et il y a plein d'acteurs. Mais arriver à mettre tout le monde autour de la table et être d'accord et avancer dans la même direction, c'est pas si simple. Donc c'est le syndicat d'énergie du Finistère qui a déployé, commencé en 2019, qui a eu beaucoup d'embûches sur son projet, qui aujourd'hui a remis les bases et les bons prérequis pour que tout se passe bien, et en passe de faire en sorte que ce soit un succès, en reprenant les bonnes bases et les bons prérequis. Mais voilà, on pourra rentrer dans les détails. Mais ça a été compliqué pendant 5 ans. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. C'est le choix des passerelles. Voilà, on a répété ça pendant 2 jours. Avec de bonnes passerelles, forcément, le déploiement se passe toujours très bien. Mais puisque tu voulais la parole, Robert, à toi l'honneur. Voilà. Non, mais un beau déploiement. C'est quoi pour toi un beau déploiement? C'est le choix des bonnes passerelles. On avait dit en préambule que l'on n'était pas là pour faire la promotion de nos entreprises. Non, c'est effectivement ce que disait Michael, c'est de mettre tout le monde autour de la table et que ça se passe bien. Non, je pourrais paraphraser ce qu'il a dit. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Pas d'autre chose. D'accord. Caroline? Je pense notamment à un projet d'entrepôt sur lequel on avait besoin d'une extension. Donc on parle d'une rénovation et le client était pressé dans le temps. Les passerelles et capteurs LoRa ont aidé à aller déjà dans la simplicité de l'installation, mais aussi d'aller plus rapidement dans le temps de la mise en service. Et je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est cette interopérabilité qui est d'avoir un système déjà existant et d'être capable d'être ouvert sur d'autres technologies. C'est ce qui permet d'avoir une réussite, en tout cas en ce qui concerne le LoRa aujourd'hui. D'accord. Jean-Luc, pour finir. Moi, j'ai eu la chance en fait de travailler sur l'aventure LoRa chez Orange, donc c'est-à-dire au tout départ, quand on a commencé à faire notre premier réseau expérimental à Grenoble, où justement on a embarqué un certain nombre de sociétés, dont Schneider, pour tester la technologie LoRa. Donc voilà, c'était être capable de fédérer. Ça revient un peu sur ce qu'on dit là, mais d'être fédéré un certain nombre d'acteurs pour croire vraiment au sujet que l'on va mener. Et puis après, derrière, capacité du coup à démontrer, expérimenter. Moi, j'ai eu la chance avec Thierry d'ailleurs, de travailler sur la société d'autoroute où on a déployé plein de cas d'usage sur une aire de repos connectée. Donc c'était le début, mais je pense que c'était ce qui a permis d'initier vraiment le réseau LoRa. Et ça, c'est vraiment important d'être capable de démontrer. Pour moi, c'est le plus important. D'ailleurs, parlant de ça, chez Orange, comment vous arrivez à arbitrer entre réseau public, réseau privé? Comment vous arrivez à conseiller vos clients Alors, nous, aujourd'hui, en tant qu'Orange, on a le réseau Perret, LoRa, clairement. Et on a, bien entendu, on voit nos clients qui ont des demandes de réseau privé. Et aujourd'hui, on a pris parti, ce que disait un petit peu tout à l'heure
justement Étienne en préambule, de travailler sur un réseau hybride, c'est-à-dire d'être capable de venir à travers le réseau opéré et le réseau privé, de les faire communiquer et d'avoir que les clients ne voient plus qu'un seul réseau. En tout cas, et donc d'avoir vraiment cette complémentarité, que ce soit en couverture, que ce soit en diversité au niveau des gateways, que ce soit au niveau même de la sûreté de fonctionnement, parce que s'il y en a un qui tombe, que l'autre puisse prendre le relais, en tout cas sur le périmètre qui lui incombe. Et donc de vraiment apporter, je dirais, cette façon cette approche on parlait aussi d'interopérabilité. Donc voilà. Et puis on se dit aussi que la planète, elle a certaines ressources et que la partie RSE peut être aussi vue à travers ce réseau LoRa. C'est-à-dire que multiplier les réseaux LoRa sur le territoire, ça n'a pas forcément... on va d'autant plus avoir des problématiques de bande passante, en tout cas sur les fréquences, etc. Et donc peut-être d'arriver justement à réduire l'empreinte du réseau LoRa, donc en réduisant le nombre de gateways et en ayant, je dirais, des solutions plus performantes et moins énergivores. En parlant de performance, d'ailleurs, peut-être pour commencer, Robert, Caroline est cliente, et elle, dans 5 ans, dans 10 ans, que peut-elle s'attendre à avoir comme produit ou comme avancée technologique sur les produits LoRa? Le réseau de demain, c'est quoi en LoRa? Fais-la rêver. Pas avec du LoRa. Non. Pas avec du LoRa. Le frein qu'on a, nous, côté LoRa, c'est cette histoire de pile qu'il faut changer d'une façon régulière. Oui. Et on aimerait des produits qui soient plus communicants. Effectivement, sur les passerelles, sur les capteurs, ce qui se passe et ce qui va, je pense, s'accélérer, c'est le power harvesting. Donc c'est la récolte de puissance à travers ça peut être à travers un panneau solaire, mais ça peut être à travers différents types d'énergie. On peut, par exemple, sur un câble, on met une pince et on récupère par magnétisme, on récupère de la puissance et on peut alimenter un capteur. Donc effectivement, je pense qu'il y aura de grosses avancées sur tout ce qui est capteur avec le power harvesting. Sur les passerelles, nos amis de Semtech sortiront des produits effectivement qui consomment toujours moins. Donc on pourra faire des passerelles avec des consommations qui sont de plus en plus faibles. Je pense que toujours dans le sens de la puissance, en fait, je pense que les prochaines années vont voir une réduction de la puissance, ouais. Essentiellement. D'accord. Michael? Je pense que l'innovation, elle va venir aussi sur l'usage de la donnée. Aujourd'hui, on voit beaucoup de réseaux qui se déploient ou qui sont déjà déployés. On voit des cas d'usage qui commencent aussi de plus en plus à se déployer, mais on voit que ça... On parle beaucoup de réseaux, mais on ne parle pas encore assez, en tout cas dans l'usage de la data. Et je pense que les années à venir, c'est la deuxième étape. On déploie des réseaux, on a déployé des réseaux, on a déployé des usages. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette data-là et comment on va aller encore plus loin sur l'usage de la data avec de l'IA, du machine learning, du partage de la donnée, etc. pour, avec soit une donnée qui existe déjà, l'utiliser encore mieux, soit arriver à récupérer d'autres données pour corréler tout ça et être encore plus efficace derrière dans la prise de décision. Il y a des cas d'usage assez intéressants. Enfin, ce n'est pas simplement au niveau des capteurs et des passerelles. Je pense à un cas d'usage qui s'appelle l'agrivoltaïque. C'est quelque chose il y a un décret également là-dessus. Les agriculteurs peuvent donner 10% de leurs terres et installer des panneaux voltaïques. Mais vous pouvez aller plus loin si le support de ces panneaux voltaïques sont des capteurs MPK. Nitrate, potassium. Donc vous installez les panneaux solaires et ensuite vous avez également les capteurs qui rentrent dans la terre. Donc vous avez une photographie de la terre. Donc vous pouvez aider les agriculteurs à nourrir la terre en fonction de ce qu'il faut pour implémenter. Donc
Cette partie de agrivoltaïque est quelque chose d'assez intéressant également, au niveau de ce qui va se passer dans le futur.